Le marketing peut-il être un vrai soutien pour le service commercial? Autrement dit, le marketing peut-il être rentable? Si j'en fais un numéro entier de Sur le terrain, c'est que, attention spoiler, la réponse est oui naturellement. Mais dans quelle mesure? Et surtout comment faire? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Adeline Delaforge, responsable de la communication chez Spread. Avec Adeline, nous revenons sur son parcours, sur ses 15 années à bosser dans le marketing et la communication, et même sur sa vie d'avant. Adeline nous présente avec sincérité ce qu'elle appelle sa mission de vie, aider les commerciaux à gagner des clients. Adeline nous dévoile avec toute la générosité qui la caractérise, toutes les actions qu'elle mène au quotidien pour relever ce défi. Avec Adeline, nous allons enfin comprendre comment faire un marketing rentable. Un marketing qui génère du retour sur investissement, vous m'avez bien entendu. Ça va plaire à tous les DG qui nous écoutent et aux vôtres probablement. Vous êtes prêts? Descendons sans plus tarder sur le terrain avec Adeline Delaforge. Donc, merci Adeline pour ton pour avoir accepté l'invitation, c'est cool. Avec plaisir, merci à toi d'avoir pensé à moi. C'est normal, j'ai envie de te dire, dans le sens où on a déjà échangé quelques fois en commentaire sur des posts, notamment sur LinkedIn. Oui. Et c'est vrai qu'on a l'air vachement aligné sur le marketing, je pense en général, et sur notre mission en tant que marketeur qui est de générer de la valeur pour notre cible. Et donc ça, j'avais envie de parler de ça avec toi. Mais du coup, je vais te laisser la parole en tant qu'invité. Si tu peux te présenter rapidement et nous présenter quelles sont tes principales missions chez Spread, et qui est Spread aussi. Ça marche. Voilà. Donc moi, je suis Adeline Delaforge, j'ai 39 ans et je suis responsable de la communication chez Spread. Ok. Alors, mon parcours, il est très varié, mais en gros, ça fait 15 ans que je travaille dans la communication. D'accord. J'ai fait avant un petit détour par le journalisme. Okay. Ça m'aide bien encore dans mon travail aujourd'hui. Hein. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Pendant 10 ans, j'ai travaillé plutôt à destination d'une cible B2C. Donc, c'était des problématiques différentes, etc. Et puis, là, depuis 5 ans que je travaille chez Spread, là, par contre, je m'adresse à une cible exclusivement B2B, okay. De responsables marketing essentiellement, etc. Donc, justement, pourquoi je m'adresse à eux? Parce que Spread, c'est justement un CRM marketing. D'accord. Donc, en gros, on est éditeur de logiciels et donc, on permet aux e-commerçants, aux retailers de gérer leurs relations clients. L'idée, c'est que Spread permet vraiment à ces e-commerçants, à ces retailers d'avoir une bonne relation client, une relation client efficace, une relation client qui soit vraiment de proximité, et qui aille dans le sens de la personnalisation, de la connaissance du client, etc. Du coup, j'aimerais revenir sur un point qui est intéressant. J'avais pas prévu de l'aborder, donc tu vois, comme quoi j'ai rien préparé et ça va rester spontané notre échange. Mais quand tu me dis, donc ça fait une quinzaine d'années que tu travailles dans la communication. Ouais. Finalement, au regard des missions que tu présentes aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as amorcé toi-même ta transformation digitale, en fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à tout ça? Quelles sont les grosses différences finalement entre ton métier de communicant avant Internet, même si c'était un petit peu les débuts déjà, et aujourd'hui? Alors évidemment, ça change beaucoup de choses. Déjà, ça change beaucoup de choses dans la manière d'aborder les choses. D'accord. J'en parlerai encore après parce que c'est vraiment mon credo et ma motivation profonde dans ce que je fais. Mais voilà, avant, dans la communication, on va dire un peu traditionnelle, on faisait l'article de son produit, on disait à quel point il était fabuleux, à quel point il était incroyable, à quel point il fallait le consommer et surtout, voilà. Et puis, c'est clair qu'avec l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, etc., on a de cesse de le répéter, mais effectivement, on n'est plus du tout dans cette logique
de push à tout prix. On est vraiment dans une logique de dialogue, d'échange. Et en plus, on a aussi une possibilité qui est incroyable par rapport à avant, c'est cette possibilité d'écouter. Avant, c'était compliqué d'écouter. Alors, si, il y a toujours eu des études, marketing, etc., bien sûr, mais rien à voir avec finalement cette possibilité qu'on a maintenant d'écouter ses clients, d'écouter ses communautés, de les analyser aussi avec beaucoup de données qu'on capte, et justement de pouvoir s'adapter à leurs besoins grâce à cette écoute constante qu'on peut avoir et qui n'était pas forcément le cas avant. Et je pense que ça a complètement transformé le métier de communicant et ça l'a rendu encore plus beau. Et sûrement que ça a forcé beaucoup de personnes à devenir plus honnête, c'est un petit peu trash, mais plus sincère et plus humaine. Et je pense que c'est aussi quelque chose de valable pour les marques d'une manière générale. Ouais, exact. Bah, tu as dit plein de choses intéressantes dans ton avis, du coup, par rapport à tout ça. Effectivement, ça va être le fil conducteur de notre échange aujourd'hui et du podcast. Pour resituer un peu le contexte de notre échange d'aujourd'hui, en fait, on a discuté sur plusieurs posts LinkedIn en commentaire notamment, et un des derniers posts que j'ai publié sur l'article de blog, et l'article de blog est-il encore pertinent aujourd'hui à l'heure de l'infobésité, etc. On en reparlera. Ma conclusion était effectivement de dire que l'article de blog, et comme tout levier marketing finalement, était toujours efficace, mais qu'il fallait plutôt apporter de la valeur au lieu de faire de la promotion de ses produits pour en générer du retour sur investissement. Et effectivement, c'est ce que tu viens bien de décrire dans la transformation de ton métier finalement. Tu as dit un truc qui était vachement important. Tu as parlé d'écoute. Malheureusement, et je ne sais pas ce que tu en penses, et ça m'intéresse d'avoir ton avis par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y a peu de marketeurs, peu d'entreprises en fait qui se servent de ce potentiel d'écoute. J'ai encore l'impression que beaucoup d'entreprises poussent des messages, alors promotionnels ou un peu moins promotionnels, parce qu'effectivement, on a bien compris que de parler que de son produit ou de son service, bah, ça intéressait pas forcément les gens. Mais j'ai toujours l'impression qu'on pousse de l'information et qu'on n'essaye pas forcément d'écouter le retour en fait de sa cible, alors que effectivement, ce que finalement Internet a changé dans le métier de communicant et dans le marketing et même dans le commerce, c'est qu'on n'est plus dans une communication à sens unique, on est vraiment dans de l'interaction. Est-ce que tu as un avis par rapport à ça ? Alors moi, je suis 100% d'accord. Mais je pense qu'il y a justement effectivement un problème de fond. Tu me diras si tu es d'accord avec moi. Mais je pense que souvent, quand on veut communiquer, la plupart des communicants partent du message qu'ils veulent faire passer, partent de ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une proposition de valeur, ils vont avoir une promesse de marque, etc. Et donc, ils veulent la transmettre. C'est tout à fait louable et c'est une partie de leur métier, hein, effectivement. Mais je pense que c'est pas de là qu'il faut partir. C'est pas ça le bon point de départ. Pour moi, le bon point de départ, c'est plutôt d'écouter le besoin et de savoir comment on peut s'y inscrire. En fait, moi, allez, je vais parler d'un moment de vie. J'en parle souvent parce que je me suis pris une claque ce jour-là, professionnellement parlant. Il y a quelques années de ça, j'ai assisté à une conférence et en introduction, il y avait Mercedes Serra qui faisait un discours très, très inspirant. Et je revois Mercedes. Mercedes Serra, fondatrice de BETC et puis grande figure de la communication. Et Mercedes Serra s'assit en face de nous regarde bien tous dans les yeux. On était tous des communicants à fond dans la communication de leurs produits, etc. Voilà. Et d'un seul coup, elle nous dit, faut que vous vous rendiez compte d'une chose, les gens n'en ont rien à faire de vous. Alors, gros blanc dans la salle. Hein. Et là, elle nous dit,
en fait, ils n'ont pas besoin de vous. Et si vous voulez vraiment les toucher, il faut voir comment vous pouvez vous intégrer dans leur vie. Bon, en l'occurrence, c'était plus pour du B2C, mais peu importe, c'est pareil. Voir comment vous pouvez vous intégrer dans leur vie et aller toucher quelque chose de vrai en eux au travers de votre produit. Et je crois qu'en fait, c'est ça la clé. C'est que quand on arrive à faire écho à un besoin, à une problématique, à un point de friction chez quelqu'un, et si là, on arrive avec une solution, alors là, on gagne son attention et on arrive à apporter une véritable valeur. Alors que si on parle du moi, je, et bien là, c'est ce qui se passe, c'est l'infobésité et les réseaux sociaux, que ce soit personnels ou professionnels, pour moi, sont saturés de messages moi, je. Exact. Ouais. Et quand on prend le problème à l'envers, et bien du coup, bizarrement, on arrive beaucoup plus à s'inscrire dans ce que souhaitent ses prospects. Et à ce moment-là, on leur apporte vraiment une solution, une valeur, etc. Bah, du coup, je suis carrément aligné avec tout ça. On parlera tout à l'heure de contextualisation, de personnalisation des messages, parce que je pense qu'effectivement, c'est essentiel. Du coup, pour rebondir sur ton discours de Mercedes, moi, j'ai 2 indicateurs qui vont me montrer que je vais avancer avec un prospect et que je vais probablement le signer derrière. C'est quand il va me dire soit c'est exactement ça. Quand je dis quelque chose, quand il a lu un article de blog, quand il a vu une vidéo et qu'il va me dire « Ah, mais c'est exactement ça ». Ça veut dire que tu as touché effectivement un point chez lui qui lui parle au plus profond de lui-même. Et donc, voilà. En gros, tu as gagné toute son attention et maintenant, il te fait confiance. Et il y a un autre truc qui là est plus perso et que je vais rencontrer plus aussi lors de rendez-vous prospect en physique. C'est quand le prospect va me dire « Ah, vous me rappelez moi quand j'étais jeune ». Et là, c'est exactement un peu ce que tu dis, en fait, c'est que, en fait, dans mon discours, bah, effectivement, j'ai bien cerné son contexte, j'ai bien cerné son besoin, et je vais, du coup, avancer mes arguments de cette manière-là et répondre aussi à ses questions et à ses problématiques. Et il y a un feeling qui se crée, et du coup, la personne va me dire, vous me rappelez moi quand j'étais jeune. Et du coup, bah, je pense qu'on me le dira de moins en moins parce que je suis de moins en moins jeune et que fatalement, bah, tu me rappelles moi quand je serai vieux, tu vois, ça marche pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, par rapport à ce que tu disais sur le discours de Mercedes, c'est que l'enjeu pour le marketeur et le communicant, à mon sens aujourd'hui, et du coup, selon toi aussi, c'est vraiment de partir de son besoin, de son contexte, et de bâtir sa stratégie autour de ça pour gagner son attention, parce qu'effectivement, l'infobésité, aujourd'hui, on est submergé de contenu, et donc, faut être assez malin pour gagner l'attention, mais surtout pour la garder, cette attention, et gagner la confiance de sa cible. Du coup, on parle beaucoup d'écoute depuis tout à l'heure. Est-ce que toi, t'as des actions que tu aimes bien mener, justement, pour écouter et pour comprendre le contexte et les problématiques de ta cible? Alors, c'est toujours complexe. C'est la partie la plus complexe du boulot, je trouve, plus encore que la production, etc. Je pense qu'il y a plusieurs choses. On peut aller toujours plus loin, hein, et je pense que, j'ai encore moins envie d'aller toujours plus loin, bien sûr. C'est toujours important en même temps d'être dans un processus d'amélioration continue. Au-delà de ça, je trouve important de parler avec les commerciaux, par exemple, puisque eux sont en contact direct avec les clients, font face à leurs problématiques toute la journée, savent exactement là où ça peut faire mouche, déjà, savent aussi les inquiétudes, les points très, très sensibles chez eux. Ils recueillent, nous, on est vraiment, chez Spread, on est très, on accorde une importance très particulière à la détection des besoins. On veut vraiment justement écouter le prospect pour pouvoir ensuite lui proposer des solutions adaptées. Bon, bah ça, pour moi, c'est aussi important de recueillir ça et de justement d'échanger avec eux pour justement pouvoir sentir tout ça. Pareil, ça m'est arrivé aussi de faire des écoutes avec certains commerciaux parce que c'est important aussi de s'immerger dans leur champ lexical, dans leurs problématiques, etc. Donc ça, c'est une chose qui est assez intéressante, je trouve, parce que c'est carrément une démarche un petit peu anthropologique, etc.
Autre chose aussi que je trouve très important, c'est de poser des questions directement. Comme toi, tu l'as fait quand tu as fait ton post sur LinkedIn en disant est-ce que vous lisez encore les articles de blog? Ben voilà. Des fois, quand on veut savoir les choses, il suffit aussi de les demander. Je sais qu'il y a quelques temps, justement, on se questionnait pas mal sur nos différents supports, blog, newsletter, vidéo. On voulait savoir si nos clients lisaient notre blog, etc., ce qui les intéressait plus ou moins. À l'occasion d'un événement client, parce que tous les ans, on organise un événement où on rassemble pas mal de nos clients pour échanger, pour réfléchir justement à des problématiques autour du CRM, de la fidélisation, etc. On leur a posé la question directement de savoir ce qui les intéressait. Et par exemple, il en est ressorti tout bêtement que ils voulaient plus de témoignages clients. C'est quelque chose qui les intéressait beaucoup. Ils aiment bien en même temps être inspirés, projetés dans quelque chose de très concret, et c'est normal. Du coup, voilà, on a foncé, on a fait plus de témoignages clients. C'est pareil, on faisait pas mal de vidéos à ce moment-là, et on misait beaucoup sur la vidéo. On a une super cliente qui est cliente chez nous depuis des années, qui nous dit mais moi j'en ai rien à faire de vidéos, ça m'intéresse pas du tout. D'accord. Flûte, c'est vrai que là, on n'avait pas pensé à ça. Voilà, ça donne des idées aussi pour justement mixer les contenus et pouvoir éventuellement dupliquer plusieurs messages sur des contenus différents pour pouvoir aussi s'adapter aux usages, aux habitudes de consommation un peu de chacun. Donc voilà, quand on veut l'info, il faut aussi savoir la demander. Et puis ensuite, quelque chose qui pour moi est très important, c'est l'empathie. D'accord. Ça fait partie des valeurs que je défends. D'accord. Alors on parle aussi évidemment des personas, tout ça est un peu lié. Évidemment, on a des grandes typologies de clients à qui on s'adresse. L'important aussi, c'est d'avoir fait suffisamment de recherches pour vraiment se mettre dans la peau de ses besoins et de se demander toujours qu'est-ce qu'il souhaite trouver dans le contenu qu'on va lui produire et qu'on va lui pousser. Quand on répond à cette question, je pense qu'on a bon. Et d'ailleurs, c'est un petit outil que maintenant, enfin, un outil. On va dire que c'est une petite tradition quand je fais un contenu. Toujours, à la fin, je me pose la question, je fais cette démarche intellectuelle de me dire, bon voilà, j'ai écrit mon article, j'ai écrit mon livre blanc. Je me demande, si j'étais le lecteur, est-ce que je trouverais ça intéressant? D'accord. On a toujours ce défaut quand on communique, des fois, de bien aimer dire certaines choses. Maintenant, encore faut-il qu'elles soient utiles. Et toujours se remettre dans ce challenge de l'utilité du contenu, c'est hyper important. Et ça permet de toujours utiliser à bon escient toutes les écoutes qu'on a pu mener avant. Du coup, là-dessus, tu auras, je pense, des choses à m'apprendre. S'il y a un acte d'amélioration que moi j'ai de mon côté, c'est effectivement de m'assurer de l'utilité de l'ensemble de mon contenu. Enfin, en gros, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que je publie beaucoup d'articles, je fais des vidéos, je fais effectivement des podcasts, etc. Donc pas mal de contenu. Et je veux dire tellement de choses parce que je veux être tellement utile que des fois, je vais effectivement dériver sur des sujets et dire des choses qui sont peut-être pas les plus intéressantes, et donc ça rajoute du volume, mais est-ce que ça rajoute de la valeur? C'est effectivement une question que je me poserais maintenant. Mais c'est très dur, hein. Ouais, c'est très difficile comme exercice. Encore, alors on va m'appeler Madame Anecdote, hein, mais mais c'est pareil. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Et pourtant, ça fait pratiquement 20 ans. Hein, alors, c'est pour dire. Et j'y pense encore. Et j'y pense encore quand je produis un contenu, quand j'écris, etc. À l'école du Louvre, j'ai fait justement une formation sur l'écriture journalistique. D'accord. Et donc, on avait un journaliste. Alors, je crois qu'il était journaliste chez Libé à l'époque. Bon, peu importe. Et donc, il nous dit, voilà, vous faites
votre article en je sais plus combien de signes, etc. Vous prenez le thème que vous voulez. Alors, c'était génial, hein, freestyle pour une fois, on pouvait écrire sur ce qu'on voulait, on s'est éclaté, on s'est fait plaisir, on a pris un thème qui nous tenait à cœur, etc. C'était fabuleux. On était tous hyper fiers de notre article. Et là, le prof, sans regarder aucun de nos articles, nous dit c'est très bien, maintenant vous en coupez 30%. D'accord. Mais c'est pas possible. Ah oui, et là, on s'est dit, mais non, mais 30%, c'est absolument impossible de sacrifier autant parce que forcément, tout est intéressant. Et on était un peu vexés aussi, accessoirement. Je comprends. Et il s'avère qu'en fait, 30%, c'est pas si compliqué à couper. Parce que je veux bien te croire, mais c'est clair par rapport à ça. Si on fait vraiment la démarche d'être utile et focalisé sur son objectif, bizarrement, on peut faire pas mal de coupes. D'accord. Et c'est souvent assez salutaire. Ouais, c'est possible. Mais du coup, je pense que je m'entraînerai dans les prochaines semaines par rapport à tout ça. Du coup, si je résume un peu ce que tu viens de dire, très intéressant. Donc, en fait, pour toi, le point de départ d'une bonne stratégie de contenu, ça va être effectivement de poser les bonnes questions à tes clients pour comprendre quelle est leur réflexion d'achat, quelles sont leurs problématiques, quelles sont les questions qu'ils peuvent se poser et du coup, bâtir ta stratégie de contenu par rapport à ça. L'empathie va aller de pair avec ces questions-là parce qu'effectivement, comprendre le contexte et l'appréhender toi-même au plus profond de toi-même, ça va te permettre d'être plus authentique aussi dans tes contenus, donc c'est hyper important. Le troisième point que tu as cité en premier mais que je mets à la fin parce que je vais avoir envie de développer avec toi, c'était pas prévu non plus qu'on parle de ça, mais j'ai adoré quand tu m'as dit que tu travaillais avec les commerciaux dans ta stratégie de contenu et que tu faisais même des écoutes avec les commerciaux pour bien comprendre comment ils prospectaient et aussi quelles étaient les réactions des prospects. Moi, je vois tellement de marketeurs et de communicants qui travaillent dans leur coin avec le bureau des commerciaux, le bureau des marketeurs et des communicants, et on va jamais se parler parce qu'on n'a pas le même ADN et qu'on n'est pas câblé pareil, et du coup, on se parle pas. Et j'ai même rencontré, pas loin de chez toi, et je tairai le nom de l'entreprise, mais il y a une entreprise pas loin de chez toi qui a ses marketeurs dans un immeuble et qui a ses commerciaux dans l'immeuble d'en face. Et du coup, mais je trouve ça... ça reste que, c'est pas concret ce que je dis. Enfin, c'est pas, comment dire. Enfin, ça veut rien dire. Mais finalement, juste d'avoir les commerciaux et les marketeurs dans deux immeubles différents, ça illustre bien le fait que commerce et market, dans l'esprit des gens, sont pas faits pour collaborer ensemble. Alors que pourtant, toi, finalement, les contenus que tu vas publier sur Internet, que ce soit sur ton blog, sur les réseaux sociaux, etc. Ça va être des contenus qui vont normalement te permettre de générer des leads que les commerçants vont devoir convertir en clients. Mais en fait, c'est ça ma raison de vivre. D'accord. Ma raison de vivre, c'est pas de déclamer des tirades à la gloire de Spread, même si ça me déplaît pas en l'occurrence. Parce que je crois très très fort en notre produit et en ses valeurs. Non, ma raison de vivre, c'est aussi d'aider les commerciaux grâce à nos contenus experts, grâce à nos contenus utiles, d'aider les commerciaux à capter plus de leads et à pouvoir justement faire leur travail avec plus de facilité, etc. C'est ça ma mission. Moi, je suis un service support quelque part. D'accord, ok. Donc, c'est hyper important. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort chez Spread. C'est que Virginie et Olivier, nos cofondateurs, nous présentent souvent les services comme des engrenages. Et finalement, chaque roue fait tourner une autre roue qui fait tourner encore une autre roue, etc. D'accord. C'est ça, en fait. C'est ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous dans notre coin à essayer de faire notre boulot, aussi bien qu'on puisse le faire. Hein. C'est qu'en fait, on est tous interdépendants les uns des autres. Et une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on peut faire un super travail parce qu'on a tous à apprendre des autres. On a tous à bénéficier de la vision de chaque service. C'est important. Les commerciaux, ils sont au contact direct du client. C'est une source inestimable
c'est important de les écouter. Nous, on peut avoir une expertise aussi qui fait qu'on peut des fois aussi échanger avec eux, leur faire voir les choses sous un œil différent. Je parle aussi pas mal avec nos chefs de projet parce que nous, une fois que la personne s'est abonnée chez Spread, elle a une chef de projet qui l'accompagne dans la mise en place de ses actions, de sa stratégie, etc., de son projet. D'accord. Bon, bah, elles, c'est pareil, elles sont au contact direct du client, elles savent éventuellement ce qui peut leur poser problème, là où ils vont avoir des réflexions particulières. J'ai tout à apprendre d'elles, j'ai pas la science infuse et j'ai tout à apprendre de tous les services. Donc, non, c'est hyper important cette alchimie et cette énergie d'équipe. Pour moi, on peut pas prétendre tout savoir de soi. Il faut forcément toujours aller creuser, chercher, questionner. C'est très important comme posture pour un service com et marketing. Ok, bah du coup, ça fait très très plaisir d'entendre ça. Par rapport donc du coup à ta relation avec les commerciaux, enfin du coup, même plutôt les commerciaux par rapport à toi finalement, est-ce que tes commerciaux aujourd'hui utilisent le contenu que toi tu peux créer pour alimenter la réflexion d'achat de leurs prospects, pour leur envoyer des emails, Oui, on a deux choses. On a déjà effectivement on a mis en place là cette année justement du lead nurturing pour D'accord. justement vraiment présenter une plus large palette de contenus à nos prospects, etc., avant de les adresser aux commerciaux pour que justement il y ait vraiment cette notion qu'ils sachent, qu'ils apprennent à connaître Spread et que surtout qu'ils arrivent à se projeter aussi dans ce que Spread peut leur offrir comme solution. Et puis après, effectivement, les commerciaux sont toujours friands quand on sort un cas client, un livre blanc ou même un article. C'est autant d'occasions pour eux de relancer éventuellement certains contacts un peu chauds en disant ah bah justement là j'ai pensé à vous, on vient de sortir tel article. Souvent on fait ça déjà. J'essaie de recueillir moi leurs besoins. Par exemple, ah ben là on manque un peu d'un article sur tel truc. Bon bah quand je le sors c'est l'occasion pour eux de l'utiliser pour dire ah bah voilà un tel c'est exactement ce que tu imaginais comme stratégie. Regarde un de nos clients l'a mis en place avec Spread. D'accord. Bon, et là tout de suite ça permet d'appuyer vraiment le discours avec un cas concret, etc. Donc toi, ça t'arrive que les commerciaux viennent te voir pour te demander si t'as pas un contenu sur tel et tel sujet ou si tu pourrais pas créer un contenu Ah ouais, un souvent. prospect spécifiquement, ouais. Souvent. D'accord, mais ça c'est Et c'est important. mais c'est hyper important, mais c'est tellement rare que j'espère que grand nombre de personnes vont écouter ce podcast et grand nombre de marketeurs, mais aussi grand nombre de commerciaux. C'est vrai que le commerce, mais on peut pas le blâmer par rapport à ça, mais ne comprend pas toujours ce que fait le marketing en fait. Et alors que le marketing finalement, il est vraiment là en support, alors ouais, ou en soutien, ça dépend comment Oui, voilà. on peut le dire, mais en tout cas, il est vraiment au service du commercial et que le marketing qui bosse dans son coin et qui fait des dessins sur l'ordinateur et le commerce qui va faire du porte-à-porte sous la pluie, c'était valable il y a 15, 20 ans, mais qu'aujourd'hui, le marketing et le commerce finalement forment un seul et même service qu'on pourrait appeler le service, je sais pas, du développement commercial ou quelque chose comme ça, parce qu'effectivement, toi, finalement, aujourd'hui, au marketing, avec tes contenus, avec les actions de génération de leads que tu peux mettre en place, bah, tu joues un rôle vraiment concret dans la prospection commerciale et dans le développement de Spread, finalement. C'est ça. C'est un vrai travail d'équipe. Et cool, bah, donc, j'aime bien ça, j'adore ça. Est-ce que du coup, pour illustrer un peu plus tout ce que tu nous dis, est-ce qu'il y a une campagne de contenu dont tu es fier, ou une campagne, en tout cas, ouais, une campagne de contenu que tu as réalisée chez Spread et que tu aimerais nous présenter pour justement illustrer cet alignement marketing-vente et pour illustrer finalement ta vision de apporter de la valeur à ta cible? Alors, oui, j'ai
Là, il y a quelque chose qu'on a mis en place où je suis assez contente. D'accord. Alors, bon, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on produit des contenus, Oui. beaucoup d'articles, beaucoup de livres blancs, etc. Euh, Là, cette année, donc on a mis en place toute la brique Lean Nurturing. C'était quand même assez dense hein, comme mise en œuvre, on va dire, technique. Toujours est-il que on a souhaité changer un petit peu notre approche justement en termes de contenu. Et on s'est recentré vraiment sur nos cibles. On a 3 cibles principales qui sont bien distinctes, qui ont des problématiques différentes. Donc forcément, on leur parle pas de la même chose. Et ça sert à rien d'essayer de faire un contenu un peu super générique où finalement personne n'apprend de choses vraiment spécifiques à son activité. Là, on a décidé de partir vraiment cible par cible et de créer une campagne globale avec un écosystème de contenu. D'accord. Donc, en gros, cette cible, on va identifier ses problématiques. Évidemment, c'est des problématiques auxquelles on répond hein, avec Spread. Et l'idée, c'est d'aller distiller du contenu en fonction de toutes ces problématiques. Donc, on va avoir un livre blanc, on va avoir 2, 3 articles, on va avoir 1 ou 2 interviews clients, on va avoir un cas client avec des exemples très concrets, on va avoir voilà, des vidéos, plein de choses complémentaires qui vont venir créer un écosystème de contenu. On va essayer aussi voilà, de s'adapter aussi au niveau de maturité, parce que ça dépend aussi où en est le prospect par rapport à son niveau de réflexion. Un livre blanc, ça va plus être destiné à quelqu'un qui veut creuser une problématique, donc qui va être un petit peu moins mûr souvent que quelqu'un qui va aller, par exemple, regarder une page produit ou regarder une interview client où là, on tape dans le dur vraiment très spécifique de cas concrets. Donc voilà, on a essayé de fonctionner plus comme ça, par cible et par problématique, et avec des contenus à chaque fois complémentaires et qui s'entrecroisent et qui renvoient les uns vers les autres. Donc voilà, et pour l'instant, c'est assez intéressant à développer et les résultats sont pour l'instant encourageants. C'est hyper intéressant ce que tu dis. J'adopte un peu la même méthodologie pour moi et mes clients. Par contre, je te remercie parce que nous, cette stratégie-là, on va plutôt l'appeler la stratégie de cluster et que du coup, j'avais pas le mot en français et que pourtant, je me suis creusé la cervelle pour essayer de trouver un équivalent en français de cluster et effectivement, écosystème de contenu, je trouve ça génial. Je sais pas si tu as déposé la marque, mais non. mais c'est possible que tu retrouves écosystème de contenu dans plusieurs de mes articles prochainement parce que j'en serais ravie. C'est cool par rapport à ça parce qu'effectivement, t'as bien résumé l'enjeu finalement du marketeur aujourd'hui. Ça va être effectivement d'envoyer le bon message, mais ça va être de l'envoyer dans le bon format et d'adapter tout ça effectivement au niveau de maturité de ton prospect. Et effectivement, un prospect qui est en tout début de réflexion, qui a même peut-être pas conscience encore qu'il a une problématique, et un prospect qui a bien compris quelle était sa problématique et qui a déjà identifié des solutions par rapport à tout ça et qui est quasiment prêt à prendre une décision d'achat, mais ces 2 personnes-là ne se posent pas la même question. Pourtant, absolument. La cible, c'est la même. On peut partir du principe que toi, tu vises un e-commerçant. Effectivement, l'e-commerçant, mais qu'il soit en début de réflexion ou en fin de réflexion, il a des questions qui sont complètement différentes et il utilise aussi des mots-clés dans Google et dans ses recherches qui varient selon son niveau de maturité. Donc, c'est essentiel, effectivement, de prendre en compte le niveau de maturité de tes prospects pour ta stratégie de contenu. Et il y a un autre point qui est hyper important, c'est le format. Comme tu disais tout à l'heure, un livre blanc, ça va être plutôt adapté à quelqu'un qui est en milieu de réflexion, qui est pas très très mature et qui va pas prendre sa décision d'achat demain, alors qu'un cas client, un témoignage client ou une fiche produit, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre une décision. Et au-delà de ça, le format est hyper important parce que finalement, moins la personne est mature, moins elle est engagée et donc moins elle a de temps à allouer en fait à la réflexion. Et du coup, si tu proposes un article de blog qui fait 3000 mots
sur un sujet qui est plutôt début de réflexion d'achat, en fait, ça marchera pas parce que la personne en début de réflexion, elle veut passer 30 secondes sur le sujet, pas plus. Alors qu'effectivement, quelqu'un qui est en fin de réflexion, bah, passer une demi-heure ou 45 minutes à écouter un podcast comme celui-là, ou alors passer 45 minutes dans un webinar ou à lire un cas client, bah là oui, ça fait sens parce que c'est une décision stratégique. Je vais investir de l'argent, donc je veux creuser le sujet à fond, et là j'ai du temps à allouer au sujet. Donc effectivement, l'idée d'écosystème de contenu, d'avoir différents formats, d'avoir différentes manières d'aborder une problématique selon le niveau de maturité de la cible, bah, je trouve ça exceptionnel, quoi. C'est cool. Et je pense que la mission au-delà de tout ça, c'est que justement, chacun de ces prospects arrive tout de même à repartir avec une réponse, avec une inspiration, avec une idée, avec quelque chose. On parlait de valeur ajoutée et c'est ça la clé. Ouais. C'est qu'à chaque stade de la réflexion, on doit pouvoir repartir de notre contenu avec quelque chose qu'on emmène avec soi dans sa réflexion. Ouais, mais du coup, tout à l'heure, tu parlais d'empathie et je pense qu'on y revient un peu ici parce que finalement, moi, quand j'ai cette discussion-là, plutôt avec des clients, du coup, pendant des formations ou de mise en place de stratégies market, bien souvent, une question qui revient, ça va être mais ok, mais quel est le niveau de contenu que je peux donner? Et toujours par rapport à ça, moi, je réponds, mais en fait, faut tout donner. C'est-à-dire que si la personne se pose une question, mais il faut répondre à cette question en donnant toute l'information possible pour répondre à cette question-là. Et du coup, le client, derrière, va te dire, oui, mais si je fais ça, il aura plus besoin de moi. Ce à quoi je réponds toujours, mais si vous allez sur mon site web, vous allez avoir toutes les réponses à vos questions. Pourtant, je suis chez vous aujourd'hui en train de vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, finalement, le problème, il n'est pas dans le degré d'information que tu vas donner. C'est vraiment, oui, ma cible se pose une question, j'y réponds à travers mes contenus, et du coup, bah, je vais avoir le petit déclencheur que je décrivais tout à l'heure. Ah oui, c'est exactement ça. J'ai gagné son attention. Et derrière, on peut discuter et finalement, on peut passer à la partie commerciale. Cool. Absolument. Cool. Du coup, je regarde quand même quelques questions que je m'étais posées à côté. Oui, j'avais une question par rapport à tout ça. Donc, du coup, écosystème de contenu, c'est top. Quelle est ta fréquence de publication de contenu? Je complète un peu ma question en sachant que aujourd'hui on est submergé de contenu. Est-ce que tu continues à publier autant qu'avant, plus qu'avant, moins qu'avant? Alors, on a beaucoup publié ces dernières années parce qu'en même temps, il fallait aussi qu'on se construise quelque part un socle de contenu. Là, en ce moment, on lève un peu le pied. Déjà, on essaye de faire vivre nos contenus dans le temps. D'accord. Donc, bon, là, les livres blancs, on en a quand même produit pas mal ces derniers temps, mais pour servir justement cette fameuse campagne. Donc là, on a sorti trois livres blancs justement sur une cible un petit peu e-commerce. Le 4e devrait arriver dans assez peu de temps. Après, au niveau des articles de blog, par exemple, on est à l'heure actuelle sur 2 articles par mois. C'est pas énorme. On a fait déjà plus. Là, l'idée aussi, c'est de plutôt privilégier la qualité à la quantité, de vraiment prendre la parole aussi sur un sujet qui a de la pertinence avec notre campagne générale ou une utilité précise pour nos clients et pas juste tiens, qu'est-ce que je pourrais leur raconter là cette semaine. Non, c'est vraiment, il faut que chaque contenu ait un sens dans cette campagne globale. Et donc, voilà. Alors, et puis, ça dépend aussi des ressources de l'équipe, etc. Donc voilà. En gros, là, en ce moment, on est sur un rythme de 2 articles par semaine. Et puis après, là, voilà, en 6 mois, on a sorti 3 livres blancs malgré tout, plus un cas client. Et puis, ma foi, et des vidéos aussi. On a sorti 3 vidéos de fond qui sont justement liées aussi à toute cette campagne. Donc voilà, on essaie quand même d'avoir toujours une actualité régulière, mais pas non plus trop soutenue. Maintenant, c'est clair, hein, on voit certaines entreprises qui publient énormément de contenu. Il y a un podcast que j'aime bien, là, que j'écoute
qui s'appelle Growth Makers. Oui. Je sais plus quelle interview, quelle personne disait qui produisait, je sais plus, c'était fou. C'était, je crois, 10 articles par 10 articles par mois et je sais plus combien d'e-books par mois. Enfin bon, c'était énorme. C'est sûr que nous, on en est loin. Mais bon, malgré tout, voilà, on essaye de trouver un mix intéressant. Ouais. Mais du coup, t'es parti sur, enfin, t'as dit quelque chose d'hyper important finalement, c'est que effectivement, plus tu vas publier, mathématiquement, plus tu vas attirer de visiteurs et donc plus tu vas générer de leads. La grosse problématique, c'est que en fait, tu dois réfléchir à ta fréquence de publication par rapport aux ressources que tu as en interne. Si toi demain, je sais pas combien vous êtes à rédiger du contenu chez Spread, mais si demain tu te dis oui, bah moi je vais publier 5 articles de blog par semaine, mais que tu es toute seule à créer ces articles de blog là, ça fera pas sens. Tu vas peut-être pouvoir le faire pendant un mois ou deux parce que tu vas être motivé et tu vas y aller à fond, mais derrière tu vas pas tenir la route et tu vas te mettre en arrêt maladie parce que ça va surprendre. Là-dessus, en fait, la bonne réponse, c'est en fait il n'y a pas de bonne réponse quant à la fréquence de publication, mais ça va être plutôt d'adapter ta fréquence de publication aux ressources que toi tu as en interne pour justement en faire quelque chose. Tu as dit un truc. Voilà. Ouais. Et ne pas sacrifier la qualité. La qualité à la quantité, exactement. Voilà. Du coup, tu as dit un truc intéressant sur lequel j'aurais aimé revenir avant de conclure le podcast, mais tu as parlé de faire vivre tes contenus existants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Pour moi, c'est important qu'un contenu dure dans le temps. Oui. Pour ça, effectivement, il faut parfois l'entretenir, il faut continuer à l'optimiser. C'est vrai que certains articles, par exemple, qu'on a écrits il y a quelques années, sont toujours intéressants, sont toujours d'actualité. Par contre, ils peuvent nécessiter un petit coup de nettoyage, de propre et d'optimisation, on va dire. Bon, ça, je trouve que c'est très intéressant parce qu'un contenu, il peut avoir de la valeur vraiment sur la durée. Et puis, évidemment, quand on rapporte de la nouveauté dessus, forcément, ça le réactive et c'est toujours très intéressant. Un contenu, ça reste quand même un investissement assez important d'une manière générale. Donc, c'est important de pouvoir le faire vivre. C'est pareil pour les livres blancs, par exemple. C'est pas parce qu'on a lancé 1 ou 2 campagnes payantes et obtenu tant de leads qu'il faut le laisser dans un coin ensuite et ressortir un nouveau contenu. Non, au contraire, il faut une fois encore aller trouver des liens, le réintégrer dans un nouvel écosystème, etc. Le premier livre blanc que j'ai écrit sur le parrainage, c'était en 2016. Bon, on en parle toujours et on le partage toujours avec nos clients, etc., enfin nos prospects, etc. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Et l'avantage aussi, c'est que une fois qu'on a justement ce bon écosystème de contenu, etc., l'intérêt, c'est que quelque part, il va continuer à générer du trafic, il va continuer à générer de la visibilité en naturel, au bout d'un moment, si on a bien fait son travail de référencement, etc. Et donc, logiquement, quand on va continuer à se lancer sur d'autres projets, il va quand même, en fond, continuer à générer des leads sur la problématique et sur la cible en question. Donc, et puis, voilà, quelqu'un qui se pose la question, qui cherche par exemple une solution de parrainage, doit nous trouver. Donc, pour le coup, si on a réussi à bien se positionner sur son besoin, logiquement, le contenu, il va apparaître dans Google et faire venir le client à nous pour justement ensuite faire une demande de démo ou des choses comme ça. Donc, c'est là où le contenu a une vie finalement après la campagne de lancement. Exact. C'est vrai que c'est l'avantage par rapport au marketing traditionnel où tu vas faire une pub dans un magazine ou un spot radio. Effectivement, ça aura la durée de vie de ta campagne. Voilà, c'est éphémère. Alors qu'effectivement, ton contenu, comme tu le disais tout à l'heure, un livre blanc
lancé en 2016 sur le parrainage peut continuer aujourd'hui de te rapporter des leads et t'en rapporte même sans doute plus aujourd'hui qu'il y a 3 ans parce que le référencement a fait son œuvre depuis. Et donc, oui, effectivement, c'est hyper important. Mais quand je dis ça, ça me fait rigoler parce que finalement, je le préconise à tous mes clients et mes clients le font, mais moi, je le fais pas parce que du coup, je prends pas le temps de le faire et c'est vraiment dommage. C'est effectivement, vous avez plein de contenus aujourd'hui qui vous rapportent des visites, qui vous permet de générer des leads. Si vous l'entretenez pas, les performances vont diminuer petit à petit et vos contenus vont disparaître. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de marketeurs aux US, notamment, je pense à Neil Patel qui communique beaucoup là-dessus, en fait, où lui, il dit, moi, maintenant, je rédige un article de blog par mois parce que j'ai suffisamment de trafic et c'est très bien. Par contre, je réactualise une dizaine de mes contenus chaque semaine. Parce qu'effectivement, il a déjà du contenu qui lui attire du trafic. Donc, s'il continue de le mettre à jour en ajoutant les bons liens, en ajoutant de nouvelles infos, en complétant aussi les articles avec les nouveaux mots-clés qui sont utilisés maintenant, du coup, il en fait un contenu toujours performant. Il n'y a plus de raison d'en créer d'autres. Donc, effectivement, le marketing de contenu, ça peut être un peu long au départ et il faut effectivement investir du temps et publier à une fréquence un peu plus élevée qu'on le ferait en temps normal. Mais une fois qu'on commence à avoir des visiteurs, on peut ralentir la cadence comme tu le fais finalement et commencer à rafraîchir un peu les anciens contenus pour continuer à générer des visites. Donc c'est cool. Je te propose qu'on passe à la phase conclusion avec des questions un peu plus perso. Pour être totalement franc avec toi, les dernières questions, j'en suis pas vraiment sûr et finalement je pense qu'elles évolueront au fil des numéros parce que j'ai pas encore trouvé les bonnes punchlines par rapport à ça. J'ai pas encore ce que tu peux voir effectivement sur d'autres podcasts type Growthmakers notamment où on va te demander les 3 livres que tu as lus, etc. Donc j'essaye de changer. Des fois je change et je pense qu'il me passe par la tête, on verra. Mais du coup tu nous as peut-être déjà apporté la réponse dans le podcast, mais j'aimerais te demander quelle est la personne qui t'influence le plus dans ton travail. Là, c'est réducteur. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est souvent associé à des moments où comme ça, on a des révélations. Moi, je considère qu'on doit toujours être en posture d'écoute, en posture de découverte, qu'on apprend. On n'a jamais fini d'apprendre finalement et donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc effectivement, Mercedes Serra, le jour où elle nous a dit ça en conférence, ça a vraiment levé le voile sur quelque chose que je savais déjà, mais pas à ce point. Voilà. Et ça, c'est des moments que j'adore. Il y a une conférence à laquelle j'avais assisté aussi que j'avais adoré. Je sais pas si tu connais Gilles Durouchou. Non. Il a fait toute une conférence sur le blabla marketing et justement sur le jargon et le terrible effet que ça peut avoir sur la communication, sur le marketing. Et ça a tellement résonné en moi de toutes mes convictions. C'est-à-dire que pour moi, un contenu, de toute façon, il y a 3 piliers. Il y a l'utilité, on en a assez parlé. Il y a l'émotion. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que pour moi, c'est une composante essentielle d'un bon contenu, parce que effectivement, sans émotion, il y a pas de processus de décision, il y a rien. Donc l'émotion, elle est fondamentale et c'est ce qui permet vraiment de faire la différence dans l'esprit des gens. Et la troisième chose, le troisième pilier qu'on ne trouve pas toujours partout, c'est justement la simplicité. Le fait d'utiliser plein de jargon, plein de mots savants, ça rend pas plus accessible et ça rend pas plus intéressant. Au contraire, je pense que ça éloigne la personne qui lit le contenu du sens. Et ça, le jour où j'ai entendu cette conf de Gilles Durouchou, j'ai vraiment adoré ça et ça a vraiment fait écho à une conviction très profonde chez moi et je trouve ce monsieur très très inspirant et très drôle aussi accessoirement. Du coup, par rapport après oui, je t'écoute. Oui. Du coup, par rapport à ça, je suis carrément aligné avec toi et je suis content parce qu'on n'a pas trop utilisé de jargon. Il y a juste un moment où tu as parlé de lead nurturing, mais effectivement, on en parle tous et c'est vrai que dans le marketing, on a tendance à partir sur des mots type inbound marketing, marketing automation, lead nurturing, lead scoring, etc. Et effectivement, des personnes qui sont pas
vraiment au fait de ce qui se fait dans le marketing, comprennent pas tout ce qu'on dit. Et moi, ça m'arrive des fois dans les conférences. Pourtant, j'essaye vraiment comme toi d'éviter le jargon et les anglicismes, mais j'ai souvent la remarque de encore des mots anglais, encore des mots anglais, encore des mots anglais. Pourtant, je les évite, mais c'est vrai que des fois, c'est inévitable. Par contre, je suis désolé, je t'ai coupé, donc si tu voulais reprendre, je sais pas. Non, non, effectivement, voilà. Et puis, si, après, quelqu'un que j'adore écouter aussi, mais là, c'est plus sur une perspective, on va dire, plus large sur le marketing, mais aussi le monde en général, les technologies, etc. C'est Manuel Diaz, que je trouve toujours fascinant et qui a une série de vidéos qui est absolument excellente. Mais c'est Et c'est rigolo. pareil. C'est rigolo. J'ai eu l'occasion d'aller le voir pareil en conférence il y a quelques temps sur justement son livre Tous digitalisés et c'est pareil, j'ai adoré et je trouve que c'est un monsieur qui est très intéressant et très inspirant. Bah, du coup, c'est rigolo parce que dans le numéro précédent que je publierai avant le tien, effectivement, la personne nous parle aussi de Manuel Diaz, donc Oui. c'est assez drôle. Moi, j'avais eu la chance de le voir. Bah, justement, il était venu à Rouen aussi pour parler management et je l'avais rencontré à ce moment-là. Je me souviens aussi d'une personne qui le connaît très bien qui m'avait dit que j'étais un mini Manuel Diaz, donc ça m'avait fait rigoler. Wow. Non, mais je pense pas en être à ce niveau-là, même en mini. Mais c'est vrai que Manuel Diaz, il est hyper fort et je me souviens de la conférence qu'il avait faite à Rouen justement, où il a parlé 1 heure et demie de management, ou enfin en tout cas entre 1 heure et 1 heure et demie, sans slide, sans support. Et là, j'ai trouvé ça hyper fort parce que de parler d'un sujet comme ça, sans rien avoir cadré et sans avoir un support derrière avec soit des images pour faire un peu rire ou attirer l'attention et 2-3 punchlines pour se rappeler de ce qu'on va dire, bah, je trouve ça hyper fort. Et c'est clair que Manuel, par rapport à ça, il est inspirant, ce qui va m'amener à la dernière question, mais du coup, la personne m'avait déjà proposé Manuel Diaz par rapport à ça, donc j'espère un jour avoir la chance de l'inviter aussi, mais est-ce que tu as une ou deux personnes que tu me conseillerais d'inviter sur ce podcast? Alors là, Si en plus on m'a soufflé ma réponse. Ah oui, mais du coup, c'était ta réponse, Manuel Diaz. Mais écoute, c'est pas grave, du coup, ça donne du poids à ma demande quand Manuel Diaz va entendre que sur 2 numéros du podcast, on a cité son nom, peut-être qu'il m'enverra un message. On est en contact de temps en temps sur les réseaux sociaux, donc peut-être qu'il. Et sinon, justement, bah voilà, alors Manuel Diaz et Gilles Durouchou qui ne mâche pas ses mots, est un sacré personnage. Et en même temps, c'est vraiment touché là où ça fait mal. Et c'est super intéressant. Et ça dépoussière vraiment tous ces vieux réflexes qu'on peut avoir dans le marketing. Et c'est pareil, voilà, il a une belle vision de la simplicité et de l'authenticité. Et pour moi, c'est très important quand on fait de la communication ou du marketing. D'accord, mais du coup, j'irai creuser et je te demanderai juste de m'écrire son nom pour pas que je l'écorche. Ça marche. Et en tout cas, bah, du coup, pour conclure, je te remercie vraiment, Adeline, pour cet échange. Je suis hyper content de l'échange. Donc, j'espère que toi aussi, et j'espère que les personnes qui l'écouteront en trouveront de la valeur parce qu'on a dit plein de choses intéressantes, notamment sur l'écoute, sur l'alignement marketing et commercial, sur l'émotion. Effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé, mais dans tout ce que tu as dit et dans ce qu'on a pu dire dans cet échange, bah, je pense que l'émotion était entre les lignes à chaque fois finalement. Et quand on parle d'empathie, quand on parle de oui, effectivement, c'est exactement ça. Quand on parle de la manière d'attirer l'attention avec les contenus, effectivement, ça passe par l'émotion, ça passe par la sincérité, ça passe par l'empathie, la bienveillance, etc. Et c'est des mots, enfin, sont un peu des mots valises qu'on entend partout et ça veut pas dire grand-chose, mais finalement, je pense que ça veut juste dire d'être soi-même, d'écouter, être soi-même et en faire quelque chose. Et je pense que si on devait résumer la stratégie de contenu, ça serait bien par cette phrase. Absolument, absolument. L'émotion, l'écoute et la sincérité. Je pense que c'est vraiment les piliers d'un marketing et d'une communication honnête et qui peut aller toucher les gens. Eh ben, merci à toi, Adeline, et je te dis à très bientôt. Un grand merci à toi et à bientôt. Salut. Et voilà, on est sorti du terrain, j'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque-là, je pense que oui, non ?
N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog ludoeselene.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt.